Cette démarche très importante ce soir, essayez de retrouver ce père que vous n'avez pas vu depuis combien de temps? 20 ans. 20 ans. Jean-Claude, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'on voit pas son père pendant 20 ans? Alors, mes parents étaient mariés 10 ans. Et lorsque j'avais 8 ans, ils ont divorcé. Très brutalement. Maman n'a rien vu venir. Nous étions une famille très soudée. Maman avait un premier divorce. Mon père a élevé les 2 premières filles de maman comme ses propres filles. Une famille très soudée, très fusionnelle, irréprochable quasiment. Et donc, du jour au lendemain, il a dit à maman, va chercher la petite chez maman, enfin chez ma maman, je suis fatiguée. Nous sommes rentrés à la maison et là, stupéfaction, ma demi-sœur aînée lui dit « J'ai une très mauvaise nouvelle, Jean-Claude a quitté la maison ». Donc là, abasourdi, maman en crise d'angoisse, en pleurs, en panique. Et moi, je ne comprenais pas, j'avais 8 ans, donc il est parti jouer à la pétanque, il est parti en voyage, j'étais un peu déconnectée de la situation. Et maman, en état de choc, m'a dit « C'est pas possible, il faut que je l'appelle ». Donc elle a passé 24 heures en larmes, moi... Aucune nouvelle de lui? Non, sans nouvelles de lui. Moi, pas trop présente dans la situation émotionnellement, parce que je rappelle que quand on a 8 ans, on est enfant et on n'a pas la maturité d'un adulte. Donc, le lendemain, maman et moi sommes allés chez ma marraine, qui était très proche de lui, qui l'a en partie élevé. Et donc, ma marraine décide de l'appeler. Jean-Claude, qu'est-ce qui se passe? Vous étiez fusionnel avec Martine, fusionnel dans cette famille. Quelle est cette disparition brutale? Eh bien, j'ai rencontré une femme, je ne peux pas faire machine arrière. Je ne comprends pas trop ce que je fais moi-même, mais j'ai pas le choix. Il faut que j'y aille. Je ne peux pas faire demi-tour et c'est comme ça, il n'y aura pas de retour possible. Donc, ma marraine a essayé de le raisonner. Ma mère effondrée. Et moi, là, je me dis... Il y a quand même une histoire bizarre. Et donc, les jours ont passé. Mon papa a fait une indélicatesse d'action, c'est d'aller retirer la moitié des comptes du compte commun. Donc ma mère, double peine, donc elle est allée à son travail. Exactement. Plus de peur pour ses enfants. En 3 jours, ça a été... Et plus de thunes. Voilà, sachant qu'elle était au SMIC, a élevé trois enfants avec mon père qui gagnait très bien sa vie, donc on était très heureux. Vous êtes la fille unique hein, de Jean-Claude. Absolument. Maman a eu 2 enfants d'un premier mariage et moi j'ai été le fruit de leur amour. Et donc elle est allée au garage, clairement, comme une furie. Parce que votre papa travaille dans un garage. Voilà, il travaille dans une concession automobile et il lui a dit il faut qu'on parle, moi je veux des explications, pourquoi tu es parti, pourquoi, et surtout que tu aies au moins la décence de remettre cet argent, parce que moi je me retrouve seule au SMIC à élever 3 gosses, en plus un état de choc, il y avait une grande maison à gérer, comment fait-on? Et elle lui a dit si tu me rends pas cet argent, je vais venir tous les jours quoi. 48 heures après, il a fait le virement et il lui a dit « Je ne veux plus entendre jamais parler de toi ». Donc, voilà, donc alors ça, ils se c'est sont l'histoire séparés. de votre maman et son incompréhension. Mais vous, petite fille, est-ce que vous continuez néanmoins à voir votre père régulièrement Alors, la première année, il venait me voir sur le pas de la porte. Moi, j'étais réticente parce que sa femme me faisait un peu peur d'un point de vue physique, d'un point de vue attitude. Nous sommes allés parfois passer des journées ensemble, tous les 3. Tout se passait très bien. Tous les 3. Avec la compagne, lui et vous. Et moi. Donc avec sa compagne, ça se passait bien quand même? Ça se passait très bien. Elle était gentille avec vous? Très gentille, très solaire. Il me pourrissait de cadeaux pour indirectement combler peut-être cette histoire. Moi, je voyais maman effondrée quand je rentrais de ces épisodes-là. Donc j'étais un peu entre les deux. Maman qui était très en colère et en pleurs. Et mon père avec qui je passais de super moments, mais inconsciemment, peut-être que je lui en voulais un peu. Et après, on s'est vus comme ça pendant 2-3 ans. Et de là, on a décidé, il a décidé, je me reprends, excusez-moi, de se voir en cachette. Et là, je lui ai demandé, mais pourquoi? C'est horrible. Pourquoi j'existe? Je ne suis pas un intrus, je ne suis pas une poussière. Et donc, il m'a dit, c'est très compliqué, je pense que ma femme n'acceptera jamais qu'on se voie. Et donc, on s'est vu en cachette de 15 ans à 20 ans, ce qui était excessivement douloureux pour moi. Parce que je le voyais comme un intrus. On se voyait au péage en cachette, on se voyait par téléphone. Ah oui.
au péage parce que je suis de Carcassonne, il habite Narbonne. Et donc, quand il venait faire des courses à Carcassonne, où c'est un grand champion de l'Aude de pétanque, il faisait des concours. Donc, c'était toujours, quand je l'appelais, qu'elle était là, il me raccrochait au nez, vous avez fait un faux numéro. Quand je l'appelais au travail, il m'envoyait paître, il raccrochait. Donc, pendant des années, j'ai subi un rejet où moi, j'y étais pour rien, mais j'essayais de comprendre aussi les problèmes d'adultes, les conséquences qu'ont les enfants. Et je me dis, je préfère l'appeler, le voir en cachette ou me faire envoyer paître que de plus le voir du tout. De 15 à 20 ans, vous voyez votre père en cachette. Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, vous décidez de ne plus le voir ou d'arrêter cette situation un peu bancale, si j'ose dire? Alors, c'est absolument pas moi qui ai décidé de l'arrêter. Là encore. C'est lui qui commençait à prendre ses distances. Et je lui ai dit, pourquoi on ne peut plus s'appeler? Pourquoi on ne peut plus même se voir en cachette? Alors, primo, parce que je voulais réaliser mon rêve de petite fille d'habiter Paris, donc de travailler en télé, de faire mes spectacles, enfin bref, de réaliser mon rêve d'habiter la capitale pour tout ce qu'elle offre. Et il n'a pas apprécié. Il m'a dit, il est hors de question que tu partes à Paris. Je lui ai dit, je ne vois pas ce que ça peut te faire puisque tu ne veux pas de relation dite normale. Donc, peu importe, on s'appellera Paris-Narbonne. Donc, il n'a pas apprécié. Et après... du jour au lendemain, il laisse passer les appels, il ne m'appelait plus. Et c'est là que je suis rentrée pendant 2 ans dans un cauchemar où il ne me répondait plus au téléphone. J'allais à son travail en pleurs. Il me disait que c'était plus possible, mais je demandais pourquoi. Je n'ai jamais eu de réponse, excepté me dire ma femme n'accepterait pas forcément. Voilà, elle était quand même le dénominateur commun. C'était toujours la même compagne qu'à l'époque vous aviez trouvé. Ils le sont toujours. Plutôt gentille avec vous. Et puis... ils sont encore ensemble aujourd'hui? Absolument. Vous le savez, ça? Alors après, les gens parlent beaucoup. Ils m'ont dit que oui, mais moi, j'ai aucun contact depuis 20 ans. Et puis à 21 ans, vous tombez malade, vous êtes hospitalisé, votre père est prévenu, il vient vous voir. Alors je ne savais pas qu'il allait venir, c'est comme j'ai été hospitalisée pour des douleurs exécrables, atroces, que je souhaite à personne. Donc maman s'est sentie en tant que mère aussi responsable d'appeler ta fille est à l'hôpital, à Narbonne. Mais voilà, tu viens pas, mais il faut que tu sois au courant si toutefois il arrive quelque chose de grave. Et donc la porte sonne. Et c'était lui. Pardonnez-moi. Et donc là, je l'ai vu comme... Ça faisait 2 ans, du coup, que je ne l'avais pas vu. Je suis tombée malade à 22 ans. Et là, je l'ai vu comme... j'ai envie de dire un extraterrestre, un dieu. Et j'en oublié mes perfusions, mes douleurs, j'en oublié tout. Tout avait disparu, le temps d'un choc, le temps d'une adrénaline. Et en fait, lui, il venait pour voir comment j'allais, ce que j'avais. J'ai dit, on s'en fout de ce que j'ai, on s'en fout si je meurs, on s'en fout si on ne trouve pas les problèmes. Mon moment à moi, il est là. Donc il est resté 1 heure avec moi, ça a été l'heure la plus merveilleuse de ma vie puisque je n'avais jamais vu, je n'avais jamais pu avoir 1 heure de plus, à part entre 2 péages ou dans un café caché pendant quelques années. Donc c'était toujours des moments freestyle quoi. Et malgré tout, et après pourtant, disparition. Il disparaît à nouveau. Il disparaît à nouveau, donc moi j'allais à son garage, il m'envoyait paître, il voulait plus du tout de contact. Est-ce qu'il a fait un déni? Est-ce qu'il a reçu des coups de pression? Est-ce qu'il s'est lui-même, dans une grande souffrance, a décidé de bloquer? Et donc effectivement, 10 ans après, ma marraine est décédée et je l'ai vue à cette occasion. Donc là, 2e effet de choc, et j'étais tétanisée, en crise d'angoisse, sidérée. À l'église, c'est horrible à dire, je pleurais ma marraine, mais j'ai passé mon temps, la tête tournée, à le regarder, et à voir tout ce que je pouvais me nourrir de lui, comment il était habillé. Est-ce qu'il était ridé? Est-ce qu'il était toujours aussi beau? Comment il se comporte avec sa femme? Tous les moments pour moi, c'était des stimuli de me nourrir parce que c'était une occasion. On dit toujours qu'il y a la mort et les naissances qui rassemblent les gens et c'est bien vrai, puisque cette mort-là m'a donné une 2e occasion, 10 ans après, de revoir mon père, mais... 1 quart d'heure, le temps de l'église. Et après, je lui ai dit, je peux monter en voiture avec vous pour aller au cimetière. J'y suis allée au culot, frontalement. Je me dis, c'est maintenant ou jamais. J'ai prévenu maman, elle m'a dit, bien sûr, vas-y, fonce. Nous sommes allés dans la voiture, on a discuté de l'enterrement de ma reine. Et là, j'ai lancé une bouteille à la mer en disant, papa, je ne l'avais jamais appelé papa. Je lui ai dit, papa,
mais c'était une forme pour moi de m'affirmer par rapport à ma belle-mère. J'ai dit, papa, ça me ferait plaisir qu'on se revoie, qu'on reprenne ce qu'on a coupé. 10 ans sont passés, il serait intéressant de se revoir. Oui, ne t'inquiète pas, ma fille, je vais t'appeler, tu as raison, on va discuter. Donc là, je me suis dit, ça y est, mon moment est arrivé. Votre belle-mère, elle disait quoi? Elle disait rien. Je l'appelle une semaine après, j'étais sur l'autoroute, et là, je l'appelle. Oui, il ne faut pas m'appeler. Ce qui s'est dit a été dit. Je ne veux plus entendre parler de moi. Tu n'es plus ma fille. Il ne faut plus jamais me refaire le coup que tu m'as fait. Je dis, je suis juste ta fille. Et j'aimerais te faire part, ne serait-ce que voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà ce à quoi je suis arrivée. Même d'avoir grandi sans papa, on peut y arriver parce que justement, je profite de faire une parenthèse, c'est que je veux aussi mettre en l'honneur ma maman et toutes les mamans qui grandissent et qui élèvent leur enfant toute seule. C'est pour moi le plus beau métier du monde, mais la plus belle preuve d'amour du monde. Alors Léa, avant de vous demander qu'est-ce que vous êtes venu exactement lui dire, on va regarder le film de cette histoire, cette succession de rendez-vous manqués avec un père qui sans arrêt se dérobe. Merci. Le jour de la naissance de Léa marque le début d'une belle aventure. Quelques mois après cet heureux événement, ses parents se promettent de s'aimer pour la vie. Pendant 8 ans, Jean-Claude est un mari aimant et un père attentif qui prend soin de sa famille. Mais la belle histoire prend une tournure inattendue quand Jean-Claude décide de tout quitter, sans explication, sans regarder en arrière. Une décision qui va tout bouleverser. Léa restera avec sa maman. Jean-Claude va refaire sa vie rapidement. Un peu trop peut-être. Après le divorce, le père s'éloigne tout doucement de sa fille. Ses visites se font de plus en plus rares, et puis plus rien. Jean-Claude disparaît. Quand Léa devient adulte, elle décide de prendre les choses en main. C'est elle qui va le contacter. Mais créer un lien après toutes ces années n'est pas simple. Et bien que Léa le supplie de lui laisser une place dans sa vie, Jean-Claude reste inaccessible. Il a refait sa vie, et elle n'en fait pas partie. Chaque fois, il promet de la revoir. Mais chaque fois, c'est une déception. Depuis 12 ans, la jeune femme a appris à vivre sans lui. Pourtant, son absence reste douloureuse. Alors ce soir, Léa a décidé d'écrire un nouveau chapitre, en espérant que son père sera le personnage principal de cette aventure. Mais Jean-Claude acceptera-t-il de jouer ce rôle dans sa vie? Ça, on va le savoir dans quelques instants, s'il a accepté notre invitation. On vous voit très ému devant ces photos, beaucoup de photos de vous avec votre papa quand vous étiez enfant. Ça a été... avant 8 ans, on n'a pas beaucoup de souvenirs, malheureusement, mais le souvenir, le diffus que vous avez, c'est plutôt des moments de bonheur, de grand bonheur. Magnifique. Mon père était quelqu'un de très gentil, de très prévoyant. Il a mis à l'abri maman. Il a élevé, à contrario de sa femme, il a élevé les 2 premières filles de ma mère de son premier divorce comme ses premières filles. Il a payé les études. On avait tout dans l'assiette. On faisait du sport. Il était vraiment... Nous étions une famille très, très, très soudée. Vous avez l'air, en disant ça, de presque, j'allais dire, pardonner en avance, à votre papa, comme si, quelque part, il n'était pas totalement responsable de ce qu'il avait... Comme s'il y avait eu 2 visages. Un premier visage avec votre mère et vous et la famille, avec un visage formidable que vous venez de nous raconter, Oui. et puis un deuxième visage quand il rencontre un nouvel amour, et qu'il aurait tout d'un coup changé ou qu'il lui aurait retourné la tête. Il y a eu beaucoup de chaud et de froid, il y a eu beaucoup d'attentes. J'appellerais pas ça de la manipulation. Je pense qu'il avait des coups de pression de X personnes que je ne citerai pas. Et qu'il n'assumait pas. La famille, la femme, le travail, je n'en sais rien, et qui peut-être n'avait pas les épaules d'assumer. Vous pensez qu'il est un peu manipulé, qu'il est un peu sous influence? Fort possible. S'il a accepté l'invitation, comment vous voulez changer les choses? Est-ce que vous pensez que cette démarche ici sur le plateau peut changer les choses par rapport à tout ce que vous avez déjà fait? On a l'impression qu'il est inflexible, quoi, même s'il est manipulé, mais en tout cas que vous avez déjà fait tout ce qui était possible. Alors effectivement, tout ce que j'ai raconté ce soir, ce sont des choses qu'il sait déjà, puisque je l'ai mis au fil des années. Mais 20 ans se sont écoulés. Donc j'espère que dans sa vie, dans sa tête et dans ses souffrances, qui le ramènent aussi à des souffrances médicales, peuvent le ramener à la vie et que la vie est courte. Donc moi, je veux lui dire aujourd'hui que je ne lui en veux pas du tout, ni à elle, ni à lui. Parce que la vie est courte, je veux profiter, j'ai la capacité du pardon, et que malgré mes 20
20 ou 25 ans de souffrance, je veux lui dire, c'est la première fois que je vais t'appeler papa. Et même si c'est pas une relation fusionnelle comme j'en rêve, je veux ne serait-ce que prendre contact occasionnellement et lui dire aussi que je n'en veux pas à sa femme. Parce que je pense qu'avec le pardon, on dégage des énergies pour faire de la place à de nouvelles plus positives. Eh bien, on va vous abandonner quelques instants, le temps de retrouver Rebecca et de voir si Jean-Claude se trouve à ses côtés, s'il a accepté votre invitation. À tout de suite. Bon courage. On referme le rideau. On va refermer le rideau. Derrière nous, laisser Léa seule de l'autre côté du plateau. Et nous, on va découvrir dans la loge de Rebecca si le papa de Léa est là avec nous ce soir. Rebecca, vous nous entendez? Oui, pardon, je vous entends évidemment très bien, mais je suis vraiment désolée de vous apprendre que Jean-Claude ne nous a pas honoré de sa présence. Donc je voulais vraiment passer un petit message à Léa pour lui dire que, évidemment, on a été en contact avec lui. Évidemment, il se doute de la personne qu'il invite aujourd'hui sur le plateau, mais qu'il n'est pas en mesure, il n'est pas en capacité physique de venir sur le plateau, mais qu'en revanche, il écoutera le message avec grand plaisir. Donc s'il n'est pas là à vos côtés, c'est pas parce qu'il n'a pas voulu, mais plutôt parce qu'il n'a pas pu. Exactement. Se rendre dans votre loge. Exactement, et c'était très important il y a quelques de le instants. préciser. Si c'est la vérité, évidemment, puisque c'est ce qu'il a dit à nos équipes, ça. Exactement. Bien sûr. Bon, on vous remercie, Merci, Rebecca. on sait que vous n'aimez pas du tout ce moment-là dans l'émission. Non. On va rouvrir le On rideau. va ouvrir le rideau. Et retrouver Léa de l'autre côté. J'espérais tellement qu'il soit là. Je suis arrivée comme une petite fille en me disant je crois au miracle. Et je me disais que vos équipes, qui sont très fortes au demeurant, et je tiens à le saluer, elles sont d'un professionnalisme incroyable. Et preuve que malgré leur professionnalisme, elles n'ont pas réussi et je leur en veux pas parce que j'ai beaucoup avancé aussi dans cette démarche. Encore une fois, il y a eu un dernier échange il y a quelques instants, un peu avant que cette émission ne commence. Apparemment, me dit-on dans l'oreillette, où il n'était pas en mesure de venir. Alors, mais il était énervé ou non, vous sentez que ça lui a fait plaisir ou... Alors, apparemment, d'après ce qu'on nous dit là encore, il semblait se douter que c'était vous. Et il a dit, de toute façon, je vais regarder l'émission. Donc, il est sans doute en train de vous voir, de et nous vous aurez voir. plus d'explications quand vous sortirez du plateau dans quelques instants avec la journaliste qui s'est occupée de votre papa et de cette histoire. Est-ce que vous voulez encore lui dire un mot, sachant qu'il y a toutes les chances qu'il voit l'émission, en vous adressant directement à la caméra au-dessus de Laurent Oui, bien sûr que je veux lui laisser parce que c'est une occasion en or. Je pourrai peut-être plus jamais le revoir. Allez-y. Hein. Donc c'est le moment que j'attends depuis 20 ans. C'est la première fois que je vais prononcer ton nom, papa. Inutile de préciser que tu m'as manqué ces 25 dernières années, que de grandir sans père, c'est la chose la plus difficile pour une jeune fille, un enfant et une femme, parce que c'est forcément répercuté dans une vie d'adulte. Tu me manques chaque jour qui passe. J'aimerais tellement te dire tout ce que je suis fière d'avoir accompli dans ma vie, même sans avoir grandi sans père, c'est possible. Mais la douleur que j'ai aujourd'hui, elle est énorme. Alors même si je brille, je souris dans ma vie, dans mon travail, je suis très éteinte à l'intérieur. Donc il y a deux choses que je veux rajouter. C'est que je ne t'en veux pas du tout. Tu as fait tes choix avec ton cœur, ton esprit, peut-être pas des choix faciles pour toi parfois, peut-être que tu as eu des complications, mais le principal aujourd'hui, c'est que j'ai 40 ans, tu sais rien de moi, et moi j'ai tout envie de savoir sur toi, même des choses banales, ton plat préféré, ta couleur préférée, même si tu m'accordais qu'1 heure et que tu me dises « Léa, je veux plus te revoir, mais je t'accorde 1 heure », ce sera l'heure la plus magique de ma vie. J'ai appris que tu avais des problèmes de santé et j'aimerais vraiment te voir parce qu'on ne sait pas de quoi de fait aimer demain. Et un dernier message que je souhaite passer à ta femme, que
je respecte à demi-mot, bien sûr, mais surtout, Marie, si tu me vois, je ne t'en veux pas pour toute la pression que tu as pu lui mettre. Et je pense que quand on prend un homme marié, il faut le prendre dans son ensemble, avec ses enfants et les bagages qu'il a avec. Parce qu'on se retrouve 20 ans après, avec des jeunes filles comme moi. Et il y en a des milliers en France qui souffrent énormément de leur manque de leur père. Voilà. Donc, papa, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Et j'espère qu'après ce message-là, tu accepteras de me revoir, même si c'est qu'une heure ou deux, ou de reprendre le contact au fil du temps comme ça te va. Je t'aime très fort. Merci Léa pour ce message extrêmement touchant et extrêmement construit en même temps. On sent que vous avez longtemps et longuement pensé tous ces mots. Il se passe toujours des choses après l'émission. On le dit souvent, mais l'émission, elle s'arrête pas là quand vous allez quitter le plateau. Il y a des choses qui rebondissent, il y a des choses qui font écho, il y a des choses qui germent, des graines qui germent. On espère que ce message aura porté ses fruits. Merci à vous. Léa, on vous laisse repartir. Vous aurez plus d'explications, je pense. Bon courage. Tenez-nous au courant. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, on te laisse repartir par là. Merci. Plein de bonnes choses.